canicule. Une canicule. 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 La canicule. Canicule au mois de mai, c'est un événement qui est sans précédent. Des chaleurs suffocantes en ville. 34 degrés. 58 degrés. Les plus touchés sont les citadins qui habitent sous les toits. Des conséquences dramatiques, un mort et des malaises graves. Des coureurs qui meurent, des enfants qui font des malaises. Les risques de feux de forêt ou encore l'accueil du public pendant les fortes chaleurs. 3 personnes décédées en se baignant. Les enfants, les personnes aussi qui travaillent à l'extérieur. Des passagers bloqués dans un train sous 60 degrés. Un plan ministériel donc de gestion des vagues de chaleur. On n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur. Là maintenant, une organisation quotidienne avec l'ensemble des ministères. Un plan d'endurance pour l'été, des mesures au jour le jour et en parallèle lancer les mesures de prévention. Hydrater les élèves, boire de l'eau toute la journée, fermer les volets. Est-ce que le gouvernement propose vraiment quelque chose de nouveau? La situation a peu de chances de s'arranger. On s'attend à battre des records de température. La France n'est pas prête. S'occuper des personnes fragiles, ça sauve des vies. Que cette canicule soit la dernière de l'année ou le premier épisode d'une période caniculaire, elle s'inscrira de toute façon dans une forme de continuité tragique. Nous venons de traverser, tant bien que mal, en mai 2026, l'une des pires vagues de chaleur de notre histoire pour cette période. Et une de ses nombreuses particularités, c'est qu'elle a bien eu lieu au début d'une nouvelle saison, mais d'une nouvelle saison politique. Au moment où j'écris les mots que je suis en train de vous lire, nous sommes à 319 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2027, et aucun candidat déclaré n'a pris la parole pour parler des 8 personnes qui viennent de mourir alors que l'alerte canicule a été lancée hier. Nous sommes à 45 semaines du premier tour de l'élection présidentielle de 2027 et les programmes des politiques continuent de s'écrire comme si l'été 2003 n'avait jamais eu lieu et comme si depuis 2003 la recherche et les études statistiques n'avaient pas continué de nous apporter des enseignements sur ce qui aurait dû être fait il y a bientôt 23 ans. Nous sommes à 10 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2027 et la fenêtre dans laquelle un parti pourrait encore décider de prendre ce sujet au sérieux se referme à chaque jour qui passe. Parce que nous sommes à un printemps du premier tour de l'élection présidentielle de 2027, mais il est très probable que les drames de celui-ci ne se retrouveront pas au prochain dans les programmes qui seront proposés aux électeurs et aux électrices. Ils ne s'y retrouveront pas, sauf si on essaie de les faire bouger, ces programmes. Pas seulement en espérant que le programme qui a le plus bougé se retrouve à être celui du parti qui va gagner, mais en espérant que le premier parti à bouger force les autres à reconsidérer la compétitivité de son programme sur ses enjeux. Cette vidéo, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est de vous montrer que, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo sur ce sujet, c'est possible et c'est même relativement facile de bien parler de la canicule et de proposer un programme qui soit à la fois crédible et à la hauteur des enjeux que ce type d'événement charrie. Et le deuxième, c'est de fournir aux partis qui voudront s'en saisir un ensemble de mesures à défendre dès maintenant et à inclure dans leur profession de foi. Mais pour être très clair, quand je dis fournir aux partis, je veux vraiment dire fournir, c'est-à-dire que c'est cadeau. Vous n'avez même pas besoin de citer mon nom ou quoi, genre vraiment vous faites copier-coller sur les trucs qu'il y a en description, vous foutez votre nom à côté des mesures et vous partez faire campagne. Si le prix à payer pour que ces enjeux soient pris avec sérieux c'est de l'ingratitude, moi ça me va. Et puis évidemment, cette vidéo, on va pas se mentir, elle s'adresse surtout à vous, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui vont plutôt voter que se présenter aux élections de 2027. Je pense que c'est une grosse partie de mon audience, ce serait con de vous exclure de la discussion. Non, parce que l'enjeu central, c'est aussi de pouvoir juger les programmes et les discours avec un regard critique et informé. Typiquement ce qu'on n'a pas sur les enjeux de la chaleur en France. Et justement, ça tombe bien parce que le discours sur la canicule, qui relèverait selon moi du bon sens et de la responsabilité, je l'ai déjà présenté dans cette vidéo. Dans cette vidéo, après un retour sur la canicule de 2003 et sur l'invisibilisation des impacts absolument dévastateurs que ce genre d'événements produisent sur les personnes psychiatrisées et neuroatypiques, je proposais 5 mesures politiques qui n'existaient pas, selon moi, dans les discours de nos représentantes et de nos représentants à ce moment-là. À savoir la climatisation des lieux qui accueillent les personnes à risque, le nommage explicite des populations vulnérables dans le plan national canicule, des campagnes de sensibilisation spécifiques, la formation systématique des personnels soignants et l'investissement dans une recherche climat-santé qui soit sérieuse, et puis qui soit française. Et je crois que ces 5 mesures peuvent, dans le cadre de cette vidéo, constituer 5 critères d'exigence minimale à avoir pour évaluer ce que les partis disent ou ne disent pas sur le phénomène caniculaire. Parce que oui, je sais ce que vous pensez, ça paraît super minimal comme exigence à avoir, et si vous militez pour un parti, vous allez probablement me dire que ces trucs-là, ils sont déjà dans les propositions du vôtre et que j'ai pas inventé l'eau chaude, etc., etc. Et bah justement, vérifions. Donc premier critère, la climatisation des lieux qui accueillent des personnes à risque.
presque. Les deux seuls partis qui s'approchent à peu près d'un programme qui serait en mesure de cocher ce critère, c'est le Rassemblement National et la France Insoumise. Le RN porte depuis l'été 2025 ce que Marine Le Pen appelle un grand plan d'équipement pour la climatisation, relayé par son nouvel allié Éric Ciotti qui a déposé en juillet 2025 une proposition de loi. Proposition de loi visant à rendre obligatoire la climatisation des espaces publics prioritaires avec mention des écoles, des hôpitaux et des maisons de retraite. Sur le papier, ça ressemble quand même vachement à ma mesure, sauf que le RN demande la climatisation des écoles, des hôpitaux et des EHPAD. Donc pas d'insistance spécifique sur les services de psychiatrie. Aucune mention des maisons d'accueil spécialisées, aucune mention des foyers d'accueil médicalisés, aucune mention des foyers d'hébergement ESAT et aucune non plus des résidences accueil. Les corps dont on parlait la dernière fois, les personnes psychiatrisées au long cours, les personnes autistes, les personnes polyhandicapées institutionnalisées, ne sont mentionnés nulle part dans la proposition de loi. Ils existent en creux à la rigueur dans la catégorie espace public prioritaire, mais ils ne sont pas nommés. Et ne pas être nommé, on l'a vu dans la dernière vidéo, on l'a démontré, on l'a martelé, ça ne veut jamais dire être budgétisé, ciblé ou protégé. C'est même vraiment l'inverse. Et je rappelle que 41% des personnes de moins de 60 ans qui sont mortes en établissement de santé en 2003, c'était des personnes qui souffraient de troubles mentaux, et que près de la moitié des jeunes personnes qui sont mortes en institution avaient un diagnostic psychiatrique. Donc ne pas nommer ces établissements, c'est faire un cadrage qui est celui de la psychophobie et du validisme. Et quand on est à la tête d'un parti qui a explicitement défendu dans son passé des politiques eugénistes et qui propose aujourd'hui de hiérarchiser les bénéficiaires des politiques publiques selon des critères d'origine, eh ben on a perdu le droit d'utiliser la carte de l'oubli ou de la maladresse. Et puis il faut quand même rappeler un autre truc. Le RN porte cette proposition au sein d'un projet politique qui, par ailleurs, refuse structurellement l'augmentation de la dépense publique sur le médico-social, refuse l'investissement dans l'hôpital public et a passé une grande partie des 2 dernières décennies à brouiller le rapport à la réalité du changement climatique. Donc même si on devait accepter de croire que le grand plan d'équipement de Le Pen est sincère, il faudrait expliquer comment cette mesure cohabite avec le reste du programme, et personne, à ma connaissance, ne l'a expliqué. Et maintenant du côté de la France Insoumise. Le groupe parlementaire a publié en juillet 2025 sur le site de Clémence Guettet un plan canicule complet construit autour de 35 propositions de loi et de 13 mesures d'urgence. Et l'une de ces mesures fixe pour objectif l'installation de la climatisation dans l'ensemble des hôpitaux publics, dans les chambres des EHPAD et dans les établissements scolaires. Cette mesure s'inscrit dans un cadre programmatique cohérent qui parle aussi de bouilloire thermique, de chaleur en ville, d'adaptation des logements, et qui est porté par un groupe parlementaire qui dépose effectivement des textes au Parlement. Sauf que, du coup, sur le critère en question, on est très exactement dans le même périmètre que la proposition Ciotti. Hôpitaux publics, EHPAD, établissements scolaires. Pas un mot sur les services de psychiatrie. Pas un mot sur les MAS, sur les FAM, sur les foyers d'hébergement, sur les résidences accueil. Pas un mot sur les personnes sous neuroleptiques ou sous antidépresseurs. Pas un mot sur ces fameux corps qu'on essaie de nommer ici depuis maintenant 2 vidéos. Et en fait, c'est même encore plus désespérant quand on lit le plan en entier. Parce que le plan canicule de la France Insoumise, c'est 31 pages, 5 propositions de loi et 13 mesures d'urgence. Il parle des travailleurs et des travailleuses du bâtiment, il parle des chauffeurs et des chauffeuses de taxi, il parle des sans-abri, il parle des personnes qui doivent garder leurs enfants, il parle des golfs, il parle des méga-bassines, il parle même de la situation dans les prisons, mais sur les 31 pages, les mots psychiatrie, neuroleptique, ESAT, travailleuses handicapées ou FAM n'apparaissent pas une seule fois. C'est pas que l'oubli est matériellement pire dans les conséquences qu'il aurait, c'est que le contraste ici, il est affligeant. Encore une fois, les populations qu'on omet de mentionner, ce sont pas des populations en danger, ce sont les populations les plus en danger. Le plan de la FI, c'est le plan le plus complet qu'un parti français ait écrit en 2025 sur la canicule, voire même jusque-là. C'est le plan le plus à gauche, le plus détaillé, le plus argumenté, qui s'attache visiblement à nommer toutes les vulnérabilités sociales et économiques que la chaleur révèle, toutes les vulnérabilités, sauf une, toujours la même, celle qui fait mourir les gens en premier. Et le pire dans tout ça, c'est même pas que ce soit un oubli volontaire, et d'ailleurs je pense même pas que les Insoumis aient pris la décision d'invisibiliser des personnes psychiatrisées. Je pense que c'est pire que ça, je pense que ces corps-là sont sortis du champ de vision de la gauche, au point que même un plan canicule qui prétend nommer toutes les vulnérabilités peut être rédigé, relu, signé, déposé et publié sans que personne ne se dise « Ah mince, attendez, on a oublié les premières personnes concernées ». C'est un plan à l'image de la gauche française,
c'est-à-dire validiste et ostensiblement négligent envers les personnes psychiatrisées. Donc niveau bilan, on a deux parties qui parlent de climatiser des établissements et aucun des deux ne nomme les établissements où on meurt le plus depuis 2003. Et aucun des deux parties ne nomme les corps qui meurent le plus et qu'on compte le moins. Et on se dirait que c'est déjà assez grave, mais ça c'est parce qu'on ne parle ici que de ceux qui demandent de la climatisation. Parce que j'ai l'honneur de déclarer ici que la Palme d'Or du Festival de la canicule 2025, pour son irresponsabilité sanitaire, pour sa hiérarchisation catastrophique des enjeux du dérèglement climatique, et pour avoir su prouver avec force et méthode que les préoccupations bourgeoises se pensent toujours à l'insu des corps malades, est décerné, et de façon très ironique, au Parti écologiste. Le Parti écologiste qui nous annonce que la climatisation, c'est même pas une bonne solution, et que c'est même un plan indigent et limite d'extrême droite, parce que ça consomme trop d'électricité, que ça crée des îlots de chaleur urbains, et que ça contribue au dérèglement climatique, et que la vraie solution, c'est la végétalisation des villes, l'ombrage des cours d'école, la rénovation thermique des bâtiments, et l'installation de protection solaire. Et vous savez quoi? Sur le fond et à long terme, les écologistes, ils ont parfaitement raison. La climatisation généralisée est effectivement une catastrophe écologique. Elle consomme énormément d'électricité et elle déplace le problème au lieu de le résoudre. Et oui, une France où tout le monde se climatise pour échapper à un climat qu'on continue de dégrader, c'est une France qui court à sa perte et blablabla, tout ça, là-dessus on est entièrement d'accord. Enfin putain, c'est facile de dire ça quand t'es pas en train de crever d'hyperthermie dans un service psychiatrique. Pendant qu'on rénove thermiquement le parc immobilier français, pendant qu'on végétalise les villes, pendant qu'on installe des protections solaires sur les façades sud, pendant qu'on plante des arbres qui mettront 20 ans à pousser, il y a des gens. Et ces gens-là, ils vivent dans des MAS où les températures, elles montent à 34 degrés dans les chambres. Ils vivent dans des FAM dont les couloirs ne sont pas climatisés. Ils vivent dans des foyers d'hébergement ESAT construits dans les années 70 sans aucune logique thermique. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas attendre 20 ans. C'est maintenant qu'ils meurent. Là, tout de suite, déjà, mais encore plus dans 10 ans. Et on sait pas combien plus, mais on a quand même de sacrément bonnes raisons de penser que beaucoup plus. Et comme dans toute l'histoire des politiques sanitaires, le tampon entre la planification à long terme et l'action d'urgence, c'est la mort des personnes psychiatrisées et handicapées. Quand leur proportion sera dépassée par celle des valides, je vous promets que leur discours ne sera plus du tout le même. Repenser l'urbanisme d'une ville pour créer des îlots de fraîcheur, c'est très bien. Mais d'une, il y a un sacré paquet de gens dans ce pays qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre pour y aller dans les îlots de fraîcheur, et de deux, ça prend une génération. Les solutions passives, ce sont des solutions structurelles à long terme, et il faut commencer à les mettre en place de toute urgence même, mais jamais au détriment de la vie de gens qu'on peut sauver tout de suite maintenant. Et alors évidemment, c'est facile de s'acharner sur celles et ceux qui parlent, mais on oublie que le Parti socialiste ne s'est pas positionné, et que le gouvernement n'a annoncé aucune mesure structurelle de ce type. D'ailleurs, le budget 2026 prévoit même de réduire les moyens du médico-social, donc je vous laisse imaginer si on va acheter des clims avec ce qui reste comme pognon. En tout cas, si je dois résumer ma lecture des propositions actuelles à travers le prisme du premier critère, aucun parti ne fait de proposition complète et responsable. Deux s'en approchent, mais en laissant dans l'ombre précisément les corps que ce critère existe pour protéger. Et maintenant, si vous êtes responsable dans un parti politique, ou que vous militez dans un parti politique, vous trouverez en description sous la vidéo une proposition de loi prête à l'emploi et qui coche ce premier critère. Parce que ce premier critère, il se retrouve dans la première mesure d'un ensemble que j'ai appelé la loi CRAM, pour coordination renforcée pour l'action contre la mortalité estivale. Elle est exhaustive sur le périmètre, donc je vous propose de vous en saisir, de vous en inspirer ou de réécrire la vôtre à partir de celle-ci. Pour la déposer telle quelle, si un jour un parti décide de le faire, vous aurez juste à rédiger les articles complémentaires sur les sanctions, sur les recours et sur les domiciles privés des personnes les plus à risque. Pour ces personnes-là, on pourrait imaginer un dispositif d'aide financière ciblée sur le modèle de MaPrimeRénov'. Mais pour le reste, tout y est, et donc on passe à la suite. Le deuxième critère, c'est le nommage explicite des populations vulnérables dans le plan national canicule. Et pour ce critère, vous allez voir que ça va aller vite. Pour rappel, le plan national canicule, qui depuis 2021 s'appelle officiellement le plan national de gestion des vagues de chaleur, c'est le document de référence qui définit pour la France comment on se prépare aux canicules. Qui on alerte, qui on protège, qui on surveille et qui on accompagne. Et la version actuellement en vigueur, celle de 2024, elle est organisée autour de 4 publics cibles. Le grand public, les jeunes et les personnes vulnérables, les travailleurs et les entreprises, les sportifs et les spectateurs d'événements culturels. Dans la catégorie personnes vulnérables, le plan nomme 4 groupes. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail, les personnes reconnues handicapées, en formulation générique et sans précision sur le handicap psychique, et les femmes enceintes et les nourrissons. À ça s'ajoute une mention très vague des personnes prenant certains médicaments qui peuvent majorer les effets de la chaleur. Voilà.
C'est tout. Dans la politique publique française qui définit qui on protège pendant les canicules en 2024 comme en 2026, les personnes psychiatrisées au long cours ne sont pas nommées. Les personnes autistes ou hypermobiles ne sont pas nommées, les personnes polyhandicapées ne sont pas nommées, et puis encore une fois, les MAS, les FAM, les ESAT et les résidences accueil ne sont pas mentionnées comme établissements à surveiller spécifiquement. Pour ce qui est des personnes sous neuroleptiques, elles ne sont pas mentionnées spécifiquement non plus. Elles disparaissent dans le flou des personnes prenant certains médicaments. Et comme on l'avait dit dans la précédente vidéo sur le sujet, le flou ici, ce n'est pas juste une généralisation bénigne, puisque Nordon, Falissard et Verdoux ont démontré en 2009 qu'à caractéristiques égales par ailleurs, la prise d'antipsychotiques multipliait par 2 le risque de mourir pendant une canicule. Donc à cet égard-là, les antipsychotiques, c'est pas n'importe quel médicament. Donc le critère 2, c'est de proposer une modification du plan national canicule pour que ces populations soient explicitement nommées, listées, dénombrées, et que les établissements qui les accueillent fassent l'objet d'une vigilance spécifique. C'est une mesure qui ne coûte rien, littéralement pas 1 euro. C'est de la rédaction administrative, 3 pages à ajouter à un plan qui existe déjà, un truc qui pourrait être publié sous la forme d'un décret en 15 jours si un gouvernement le voulait, et qui aurait des conséquences concrètes sur la prise en charge, puisque, comme on l'a déjà dit aussi, nommer, ce n'est pas un acte rhétorique, c'est un acte politique. Nommer une population dans un plan, c'est s'engager à agir pour la protection de cette population spécifiquement. Le flou du point de vue de la notion de responsabilité vis-à-vis de l'action publique, c'est une stratégie qui est très bien rodée. Ça permet de ne pas être redevable du tout, puisque personne ne pourra dire « j'ai été explicitement nommé et l'État ne m'a pas protégé ». Et donc en bref, vous vous en doutez, en 2025 et en 2026, aucun parti n'a proposé cette modification du PNC. Et j'ai cherché chez le Rassemblement National, le RN porte un plan de climatisation, mais rien sur le PNC. J'ai cherché chez la France Insoumise, il y a un plan canicule avec une population assez large, mais finalement très proche de celle du PNC, qui n'est pas discutée. J'ai cherché chez les écologistes, chez qui on a le grand plan chaud présenté par Léa Balage-Elmariki le 26 mai 2026, et qui porte sur les personnes sans domicile fixe et l'hébergement d'urgence. Donc pas de révision du PNC, mais bon. En extrapolant, on peut imaginer que logiquement, ils y ajouteront cette population-là. J'ai cherché chez le Parti Socialiste, chez qui il n'y a absolument aucune proposition, ils sont vraiment dans les guéguerres internes et ils font pas de politique, eux, maintenant. J'ai cherché chez les Républicains, au cas où, là on a carrément Bruno Retailleau, qui était encore ministre de l'Intérieur en juillet 2025, et qui a déclaré « Arrêtons de tout demander à l'État, c'est une question de responsabilité ». Donc aucune proposition, et pareil pour le PCF, Reconquête, Place Publique, Debout, rien, pas une ligne, pas une mention, pas un communiqué. Je précise quand même que le gouvernement Lecornu 2 prépare effectivement une refonte du PNC. Santé publique France a publié le 27 mars 2026 une note technique intitulée « État des lieux et propositions d'évolution des dispositifs de surveillance et de prévention de Santé publique France dans le cadre de la mise en place du futur plan national de préparation et de gestion des températures extrêmes ». Sauf qu'en fait, c'est juste une note technique. Elle est rédigée par des épidémiologistes et pas par des politiques. Elle ne propose pas d'orientation sur les populations à nommer et aucun ministre, aucun parti ne s'est emparé politiquement de cette note pour porter une réforme. Le futur plan, il se prépare dans les bureaux sans direction politique, sans nommage politique, et pire, sans débat. Donc je récapitule sur le critère 2, aucun parti en France en 2025 ou en 2026 n'a proposé que le plan national canicule nomme explicitement les personnes psychiatrisées, les personnes autistes, les personnes polyhandicapées, les personnes sous neuroleptiques et les établissements médico-sociaux qui les accueillent comme population et lieu à surveiller en priorité pendant les épisodes de chaleur. Et le pire, je me répète, mais c'est que ce critère 2, c'est le plus simple à mettre en œuvre de toutes les mesures qu'on va voir. C'est littéralement juste ajouter des paragraphes à un document qui existe déjà, c'est gratuit. Et c'est précisément pour ça que ça m'intéresse autant. C'est parce que c'est aussi évident et aussi gratuit que ça nous permet de voir concrètement que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choix de cadrage. C'est pas une question de moyens ou de complexité technique, c'est une question de vision. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous se dit que je fais chier pour rien avec ma révision des publics ciblés par le PNC. Je pense aussi sincèrement que vous avez tort, et je continuerai de maintenir que de décider qu'on va voir ou ne pas voir certains corps, c'est un sujet politique majeur. Que nommer ou ne pas nommer certains corps, c'est une décision politique majeure, et qui appelle à être prise publiquement, et que pour l'instant, en 2026, cette question politique ne titille aucun parti, et que pour moi, ça dit déjà quelque chose de comment on ambitionne de conduire les politiques publiques. Vous trouverez en description sous la vidéo la deuxième mesure de la loi CRAM qui contient les paragraphes à ajouter au plan national canicule pour que ces corps soient nommés. C'est 3 pages à voter ou à ajouter à votre programme pour que la France s'engage véritablement et sans ambiguïté
auprès des populations qu'elle abandonne explicitement depuis 2003. Et 3 pages que je vous invite à ne pas séparer de celles qui concernent le 3e critère. Et donc le 3e critère, c'est les campagnes de sensibilisation spécifiques. Alors là, je vais déjà commencer par pré-shot les objections qui vont venir. Il y a des gens dans les commentaires qui sont déjà en train d'écrire « Mais il y a déjà des campagnes, ça, tu sais même pas que Santé publique France, elle fait des campagnes chaque été depuis 2003, tu débarques ou quoi ?» Et oui, je sais ça, hein, et c'est pour ça que je dis spécifique. Donc oui, effectivement, Santé publique France fait des campagnes chaque été. Vous les connaissez, les affiches à la pharmacie, les flyers à la mairie, les spots à la radio, donc c'est toujours buvez de l'eau, fermez les volets, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, appelez vos proches âgés, c'est ce qu'on appelle de la communication grand public, et oui, c'est vrai qu'elle existe. Sauf que, d'abord, elle s'adresse à un public moyen, calibré sur le corps moyen, avec des conseils moyens, et qu'elle est rigoureusement inadaptée au corps dont on parle depuis 2 vidéos, et a notamment des manquements à 4 endroits. Premièrement, sur les médicaments. Santé publique France a bien publié un document intitulé « Canicule et adultes vulnérables » qui liste les neuroleptiques, les antidépresseurs tricycliques et les benzodiazépines comme médicaments à risque face à la chaleur. Sauf que ce document, il est destiné aux professionnels de santé. Le grand public n'y a pas accès. Aucune affiche dans les pharmacies ne dit « Si vous prenez des neuroleptiques, votre risque de mortalité caniculaire est doublé ». Aucune campagne à la télé ne dit « Si vous prenez des antidépresseurs, votre thermorégulation est altérée ». Donc oui, l'information elle existe, mais elle ne circule pas vers les personnes concernées. Pour rappel, on parle quand même de 600 000 personnes sous antipsychotiques en France et plusieurs millions sous antidépresseurs. Les campagnes officielles, elles listent les symptômes classiques. Soif, maux de tête, vertige, nausées, confusion. Sauf que la confusion qui précède le coup de chaleur, elle ne ressemble pas à ce que les gens imaginent quand on dit confusion. Des fois, elle ressemble un peu plus à ce que j'ai décrit dans la vidéo où j'explique ce qui m'est arrivé à l'œil. Ça peut être un effacement du dialogue interne, une irritation diffuse, une incapacité à gérer l'imprévu. Et chez les personnes neuroatypiques, ces signes sont extrêmement difficiles à distinguer de ce qu'on observerait pendant un mauvais jour autistique ou pendant une décompensation psychique ou un phénomène de décompression paradoxale. Alors ce que j'appelle décompression paradoxale, vous savez, c'est le fameux truc où on va 10 fois plus mal une fois qu'on a fini le travail que pendant le travail. Genre tomber malade au début des vacances, ce genre de truc. Ce qui est quasiment ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Bref, tout ça, aucune campagne n'en parle. Personne ne réclame à ce qu'on apprenne aux personnes concernées à reconnaître les signes précoces de trucs qui peuvent être graves. Moi, j'ai parlé d'un œil, et effectivement, ce qui m'est arrivé, c'était pas cool, mais ça aurait pu être bien pire. Et je suis pas quelqu'un de pas informé, bordel. Je les ai, moi, les datas, et ça fait que j'ai probablement bien mieux réagi que l'immense majorité des gens à ma place. Et c'est pas une fierté de dire ça, c'est enrageant, c'est pas normal. Les datas que j'ai, vous auriez dû déjà les avoir aussi. Ensuite, donc troisièmement, il y a la question de l'accessibilité de l'information. Les campagnes actuelles, elles sont calibrées pour un lecteur ou une lectrice de niveau scolaire moyen, avec une vidéo qui défile en arrière-plan d'un spot de 30 secondes. Les personnes avec un trouble du développement intellectuel, les personnes polyhandicapées, les personnes illettrées, malvoyantes, malentendantes, en déconnexion informationnelle, les personnes en très grande précarité, toutes ces personnes-là, elles ne reçoivent rien qui leur soit accessible. Il n'y a pas de version FALC, de version facile à lire et à comprendre, pas de pictogramme, pas de communication adaptée, pas de matériel spécifique d'information en langage des signes, et encore moins de matériel dirigé vers les besoins des personnes qui l'utilisent pour communiquer. Et donc pas non plus de plaquettes braille distribuées pour garder chez soi ou dans les établissements, des protocoles d'urgence à consulter quand on en a besoin, on n'a rien. Et puis quatrièmement, encore une fois, la question des comorbidités psychiatriques. La chaleur aggrave les troubles psychiques, c'est documenté. Les passages aux urgences pour décompensation psychiatrique augmentent pendant les épisodes de canicule. Les épisodes de trigger traumatique intense et de flashback augmentent, souvent de façon très forte, mais sans qu'on puisse faire le lien, parce qu'on le fait rarement avec ça. Aucune campagne ne nomme ces risques-là, qui sont des risques secondaires, et aucune campagne ne dit aux personnes concernées de redoubler de vigilance, ne conseille de contacter son psychiatre ou son CMP en prévention, ne donne d'outils pour communiquer à l'avance ses vulnérabilités à l'entourage. Rien et toujours rien. Donc voilà, il faut bien comprendre que quand je dis campagne de sensibilisation spécifique, je veux pas dire plus de campagnes en général, je veux dire des campagnes ciblées sur, d'une part, les corps qui souffrent le plus, et d'autre part, les corps qui meurent en premier, et avec des messages adaptés à leurs besoins et à leurs vulnérabilités spécifiques. Maintenant, qu'est-ce que les partis proposent là-dessus ? J'ai cherché, encore une fois, j'ai beaucoup cherché, et je vais vous faire la liste vite fait.
RN rien, LFI rien, les écolos rien, le PS rien, le gouvernement rien, personne rien, nulle part, jamais, ça n'existe pas, nos corps on s'en tape, et ce qu'il y a de beau c'est que c'est unanime. Alors évidemment ça va être une surprise pour personne, moi les partis que je vise avec mon truc c'est quand même essentiellement les partis de gauche. Ça me surprendrait, et je le rejetterai pas pour autant, je trouverais ça bien, mais ça me surprendrait que des partis de droite se saisissent de mes idées. Et j'ai l'impression qu'à gauche, les partis ont une espèce de mépris un peu bizarre pour le concept de campagne de sensibilisation. Comme si sensibiliser les gens, c'était pas une vraie mesure qui avait des vrais impacts. La réponse que la gauche fait à ce genre de critique depuis assez longtemps, c'est que les campagnes de sensibilisation, ce sont des outils d'individualisation des problèmes structurels. C'est-à-dire que l'État, en faisant une campagne pour vous dire de boire de l'eau pendant la canicule, vous renvoie à votre responsabilité individuelle plutôt que d'investir dans des solutions structurelles. L'exemple classique, c'est que quand l'État vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, il vous renvoie à votre responsabilité plutôt que de réguler l'industrie agroalimentaire. Pareil quand on vous conseille de faire de l'activité physique plutôt que de protéger les emplois assis ou sédentaires. Et tout ça, c'est juste, hein. Les campagnes de sensibilisation, c'est souvent un alibi qui permet à l'État de ne pas toucher aux causes structurelles. Sauf que cette critique, quand elle devient une posture, elle se retourne contre les personnes qu'elle prétend défendre. Parce que oui, l'État doit réformer la liste des médicaments à risque dans le PNC, mais en attendant qu'il le fasse, les 600 000 personnes sous antipsychotiques en France, elles ont besoin de savoir que leur traitement double leur risque de mourir pendant une canicule. La campagne, elle ne vient pas remplacer la politique publique, elle la complète et elle l'anticipe assez bien. Et là, ce qui m'a vraiment étonné, pour pas dire choqué, c'est le silence total de la gauche pendant la canicule qu'on vient de traverser au mois de mai. Le fait que la gauche soit aussi forte pour faire des rassemblements, pour propager des idées et des concepts, pour lutter dans la bataille culturelle et pour produire des discours publics denses et accessibles, mais qu'elle ne l'ait pas fait pendant cette canicule de mai 2026 pour dire à la fois aux gens que c'est exactement ce qui les attend chaque été désormais, et aux personnes les plus vulnérables comment se protéger maintenant dans l'urgence. J'avoue que je comprends pas. Comme si les informations autour de la santé, ou même simplement le fait de prendre soin de sa santé en tant qu'on est une personne dans une forme de précarité sanitaire, c'était pas politique. Parce que la gauche n'a pas rien dit. Tondelier a parlé, Bompard a parlé, Balage El Mariki a parlé, mais aucune de ces prises de parole n'était dirigée vers les personnes qui souffrent. C'était uniquement des prises de parole contre le gouvernement et contre le RN. Et c'est très bien, ça s'appelle être dans l'opposition, c'est normal. Mais si vous voulez mettre dans la tête des gens que vous n'êtes pas juste en train de placer vos billes pour gagner des compétitions électorales, et que vous voulez vraiment être là pour améliorer la vie des gens, je sais pas, je me dis qu'à défaut de leur parler, faudrait au moins pouvoir proposer quelque part dans votre programme qu'un jour vous allez le faire. Selon moi, faudrait faire les deux, mais bon, je sais pas, c'est peut-être trop demandé. On pourrait par exemple s'inspirer de ce que Izquierda Unida a fait en Espagne pendant le premier confinement. Le parti, qui était à ce moment-là dans la coalition de gauche espagnole, avait publié sur son site un tutoriel pour fabriquer son propre masque, avec un patron à télécharger et des instructions de couture. Ici, on a bien eu un parti politique qui s'est positionné comme un acteur de santé publique en relais du système de santé. Et tout ça à un moment où, comme aujourd'hui avec la canicule, le matériel manquait, les institutions étaient dépassées et les populations vulnérables avaient besoin d'outils concrets et immédiats. Donc c'est bien que c'est faisable et que c'est même pas si compliqué que ça. Donc pour conclure sur le critère 3. Aucun parti, en 2025 et en 2026, n'a proposé une campagne de sensibilisation spécifique ciblée sur les personnes psychiatrisées, autistes, polyhandicapées ou sous neuroleptiques. Et rien non plus sur les services et établissements qui les accueillent. Aucune campagne grand public ne nomme la multiplication par 2 du risque de mortalité caniculaire sous antipsychotiques. Aucune n'apprend à reconnaître les signes précoces des coups de chaleur dans un corps neuroatypique. Et aucune n'est accessible en facile à lire et à comprendre. Et là encore, comme pour le critère 2, ces campagnes, elles coûteraient quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions, ce serait probablement réaliste. Il faut produire des flyers, des spots, des affiches en concertation avec les associations concernées. Bon, c'est pas le budget des armées, quoi. C'est un budget de communication publique qui est franchement ridicule à l'échelle d'un État et qui coûte rien à annoncer dans un programme surtout. C'est pas des trucs qu'on va vous demander de chiffrer en vrai. Vous trouverez en description sous la vidéo la 3e mesure de la loi CRAM qui détaille le périmètre des campagnes à produire, les publics à toucher, les canaux à utiliser et les acteurs et les actrices à associer à leur conception. C'est quelques pages à lire et à récupérer pour que les personnes qui meurent en premier reçoivent au moins une information qui leur soit destinée. Et donc on enchaîne avec le 4e critère, la formation systématique des personnels soignants. Pour être sûr de bien montrer que je sais ce qui existe et que si je parle de ça c'est pas pour rien, je vous le dis direct. Oui, je sais qu'il y a des trucs qui existent. Il y a des protocoles, il y a des plans bleus dans les EHPAD, il y a des fiches dans les services, il y a déjà plein de trucs qui existent, je sais tout ça. Mais c'est pas parce qu'il y a des trucs qui existent que c'est suffisant. Et je suis sûr d'un truc, parce qu'on me l'a beaucoup dit après ma dernière vidéo sur la canicule, c'est que les personnels soignants ne vont pas me contredire là-dessus. Il existe effectivement des formations sur la canicule. Et d'ailleurs, c'est quand même plutôt mieux que ce qui existait il y a 20 ans.
Depuis l'arrêté du 12 février 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025, les EHPAD ont un plan bleu obligatoire qui doit être intégré au projet d'établissement, validé par l'ARS, révisé chaque année avant la saison estivale, et qui prévoit la formation du personnel à la canicule. Et depuis le décret du 27 mai 2025 sur la protection des travailleurs et des travailleuses face à la chaleur, l'employeur a l'obligation d'assurer l'information et la formation adéquate des personnels. Donc ça, c'est un progrès, c'est mieux qu'avant. Sauf qu'on retrouve exactement le même problème que pour les campagnes de sensibilisation. Cette formation, quand elle existe, elle est calibrée sur le corps moyen, sur les gestes basiques, sur les conduites à tenir en général. Buvez de l'eau, ventilez, surveillez la température corporelle, appelez le 15 en cas d'urgence, etc. C'est très bien, c'est utile, il n'y a pas de souci, mais c'est loin d'être assez. Et notamment, j'ai trouvé au moins 5 angles morts dans ces formations. Premièrement, la pharmacovigilance caniculaire. Aucune formation systématique n'apprend au personnel soignant à reconnaître quels médicaments perturbent la thermorégulation, dans quelles proportions et avec quelles conséquences cliniques précises. Concrètement, un infirmier ou une infirmière en psychiatrie qui prend en charge un patient sous neuroleptique pendant une canicule devrait pouvoir, sans réfléchir, identifier que ce patient est à risque doublé de mortalité caniculaire et savoir quels signes surveiller en priorité. Aujourd'hui, cette formation n'existe quasiment nulle part de manière systématique. Elle dépend de la curiosité personnelle de la personne soignante ou de l'investissement de tel ou tel chef de service, sachant que l'un comme l'autre ont assez peu de temps pour gérer ce genre d'initiative personnelle. Deuxièmement, et c'est probablement le pire angle mort, la distinction clinique entre coup de chaleur, syndrome malin des neuroleptiques et décompensation psychiatrique. Ces trois tableaux, ils peuvent se présenter de manière extrêmement proche. On a de l'hyperthermie, de l'agitation, des troubles de la conscience ou des signes neurologiques. Sauf que la conduite à tenir, elle est complètement différente pour chacun, et qu'une erreur de diagnostic peut tuer la personne dont vous avez la responsabilité. En 2025, il n'existe aucune formation obligatoire systématique sur cette distinction-là pour les personnels soignants en psychiatrie. Encore une fois, ça dépend de la qualité de la formation initiale et des choix de chaque établissement. C'est un scandale silencieux comme on en connaît d'autres à ce sujet. Troisièmement, la prise en charge spécifique des personnes autistes et traumatisées en situation d'hyperthermie. Une personne autiste en coup de chaleur peut être incapable de communiquer ce qu'elle ressent dans les modalités attendues. Elle peut être en surcharge sensorielle, ce qui aggrave son état, et elle peut aussi avoir une interoception altérée qui fait qu'elle ne perçoit pas la soif ni l'inconfort thermique, et l'intervention soignante standard, avec contention physique éventuelle, vérification orale, examen rapide, peut être contre-productive, voire très dangereuse. Aucune formation systématique n'apprend ces spécificités au personnel. Quatrièmement, la prise en charge des personnes polyhandicapées. Hydratation forcée, surveillance de la diurèse, adaptation des positionnement ou gestion des troubles de la déglutition pendant un coup de chaleur, là encore, ce sont des techniques médicales précises et parfois vitales qui ne font l'objet d'aucune formation systématique nationale. Et cinquièmement, la formation des personnels non soignants qui interviennent auprès des populations vulnérables. Auxiliaires de vie qui interviennent à domicile chez des personnes sous psychotropes, moniteurs et monitrices d'ateliers ESAT qui encadrent les travailleuses handicapées, surveillants et surveillantes pénitentiaires dans les cellules à 40 degrés, personnel d'accueil de jour pour les personnes sans abri. Toutes ces personnes sont en première ligne et aucune formation systématique ne les prépare à reconnaître les signes précoces ni à orienter correctement. Donc voilà ce que je veux dire par formation systématique des personnels soignants. Pas plus de formation en général, mais des formations ciblées sur la prise en charge des corps spécifiques face à la chaleur, obligatoires pour tous les personnels qui interviennent auprès de ces corps-là. Maintenant, comme à chaque fois, qu'est-ce que les partis proposent ? Évidemment, j'ai cherché, j'ai vraiment épluché tous les programmes et tout ce qui était sorti dans la presse, et donc RN, rien, LFI, malgré la taille de son plan canicule, rien du tout, écologiste, rien, PS, rien, LR, rien, et PCF, rien. Le gouvernement actuel a présenté le 11 juin 2025 un plan psychiatrie en 26 mesures qui prévoit de former 100 internes en psychiatrie supplémentaires par an et de supprimer le numerus apertus pour former plus de médecins. C'est bien, mais ce plan à aucun moment ne s'articule avec la canicule. Aucune mesure du plan psychiatrie 2025 ne parle de la prise en charge des personnes psychiatrisées en période de chaleur extrême. Comme si les deux sujets, la santé mentale et la canicule, n'avaient aucun lien entre eux. Et je crois que j'ai plus besoin d'expliquer à quel point c'est con de penser comme ça. Et là encore, c'est un scandale dont alors, mais tout le monde se fout. Je vous rappelle quand même, parce que c'est pas rien, que la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a fait 2-3 annonces tiédas sur la psychiatrie, la HAS a publié un programme 2025-2030 sur la santé mentale et la psychiatrie, tout le monde parle de mieux former, de mieux soigner, de mieux accompagner,
Et au milieu de tout ça, la question de comment on s'occupe spécifiquement de ces personnes-là quand il fait 38 degrés à l'ombre, elle est pas posée, alors qu'elle devrait être centrale. Une fois de plus, les sujets sont là, les personnes qui devraient être protégées sont identifiées, les données sont disponibles, mais l'articulation politique entre santé mentale et canicule n'existe pas dans les programmes, dans les plans et dans les lois. Donc sur le critère 4, je récapitule. Aucun parti, en 2025 et en 2026, n'a proposé un programme systématique de formation des personnels soignants et médico-sociaux à la prise en charge spécifique des populations psychiatrisées, autistes, polyhandicapés et sous traitement perturbant la thermorégulation pendant les épisodes de canicule. Le plan bleu EHPAD existe, mais il reste très générique. Le plan psychiatrie 2025 existe, mais n'est pas du tout articulé à la canicule. Et les programmes des partis, eux, ils sont totalement muets sur cette articulation. Vous trouverez en description sous la vidéo la 4e mesure de la loi CRAM qui détaille les contenus de formation obligatoires, les publics professionnels concernés et les modalités de mise en œuvre. Quelques pages pour 3 fois rien, hein, une broutille, juste un truc qui permettrait qu'en France, les personnes qui prennent en charge les corps les plus à risque sachent précisément ce qu'il faut faire pour pas qu'ils leur claquent dans les pattes. Et donc on arrive au 5e et dernier critère, l'investissement dans une recherche climat-santé française. Pareil que pour les 2 derniers, je désamorce d'abord les objections. Et là, en l'occurrence, ça devrait ressembler à un truc du style « Mais il y a déjà de la recherche, t'as l'INSERM, t'as le CNRS, t'as Santé publique France qui produit des bulletins épidémiologiques, qu'est-ce qu'il te faut de plus ?» Eh ben, je vais vous dire exactement ce qu'il me faut de plus. Mais d'abord, ce qui existe déjà. L'INSERM, qui est membre du consortium européen SFERA sur le climat et la santé, a un programme qui s'appelle « Se préparer au changement climatique ». Il existe aussi une infrastructure de recherche qui s'appelle France Exposome, portée par l'INSERM avec l'EHESP, l'INERIS, l'INRAE et plusieurs universités qui étudient, qui étudie l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions environnementales d'une personne tout au long de sa vie. En plus de tout ça, il y a un PEPR climat qui s'appelle TRAX pour la modélisation climatique, il y a des PEPR sur la santé numérique, sur la santé mentale, sur les maladies infectieuses émergentes, sur les zoonoses, donc voilà, en gros, oui, il y a déjà de la recherche. Sauf qu'il n'y a en France, à ce jour, en mai 2026, aucun programme national de recherche dédié spécifiquement au nexus climat-santé. Aucun PEPR climat-santé, aucun programme prioritaire pour étudier la surmortalité caniculaire des personnes incarcérées, psychiatrisées, autistes, polyhandicapées, sous neuroleptiques ou ayant un psychotrauma, aucune cohorte nationale spécifiquement dédiée aux effets de la chaleur sur les corps neuroatypiques, aucune étude longitudinale sur les médicaments perturbant la thermorégulation chez les populations à risque, alors qu'on a une liste de 16 catégories de médicaments concernés et plusieurs millions de personnes sous ces traitements. Le seul élément de référence solide en français sur la surmortalité psychotrope reste l'étude Nordon-Falissard-Verdoux. Et je rappelle que cette étude, elle date de 2009 et qu'elle porte sur une canicule vieille de 23 ans, et dont les paramètres météorologiques qui l'ont causée étaient moins graves, ou plutôt moins intenses que ceux de mai 2026. Météorologiquement, mai 2026 c'est plus grave que août 2003. La seule différence c'est le mois, il fait plus chaud en août. Donc les canicules sont pires. Donc c'est quand même dingue de se dire qu'après tout ce temps, et alors que les chercheurs et les chercheuses elles-mêmes signent des tribunes pour réclamer des moyens, le pouvoir politique français s'en fout totalement. C'est pas comme si on n'avait pas de personnes compétentes en France pour faire de la recherche à ce sujet. C'est le cas, on en a. C'est juste qu'on ne leur donne pas ni les commandes, ni l'argent. Après, si c'est comme l'audiovisuel et que les gars attendent que ce soit financé par des milliardaires, je pense qu'on peut attendre encore très longtemps. En novembre 2024, des universitaires du consortium SFERA, dont Robert Barouki, qui est biochimiste à l'INSERM, ont publié une tribune publique demandant à la Commission européenne plus de moyens pour étudier les effets du réchauffement climatique sur la santé. Les chiffres qu'ils et elles ont rappelés, c'est notamment 70 000 morts par la chaleur en Europe en 2022, 47 000 morts en Espagne en 2023 et 570 000 morts dans le monde depuis 2003 à cause d'événements climatiques extrêmes. Et leur conclusion, c'était, je cite, « Le financement de la recherche sur le nexus climat-santé est crucial pour préserver la santé publique et garantir la résilience de nos sociétés. » Donc des chercheuses françaises et français signent une tribune publique dans la presse pour dire à leur propre pays et à l'Europe et au monde qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Et qu'est-ce que fait la France en réponse à ça ? Elle coupe. Le 13 mars 2026, le conseil d'administration du CNRS vote sur demande du Premier ministre Lecornu une économie de 20 millions d'euros sur son budget 2026. Le PDG du CNRS, Antoine Petit, parle dans un courrier interne d'un budget initial 2026 déficitaire de 239 millions d'euros et de plus de 500 millions de charges non compensées par l'État depuis octobre 2024. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron va faire un discours au sommet One Health en avril 2026 à Lyon pour dire que toute avancée repose sur une science libre, ouverte et indépendante. Vous reprendrez un peu de mépris avec votre gaslight institutionnel ? Faut quand même se rendre compte du truc. On coupe la recherche au moment exact où elle est absolument nécessaire et vitale
pour qu'on comprenne ce qui tue les gens et comment on les en protège. Et puis forcément, c'est le bordel pour la recherche en général, c'est pas la peine d'aller espérer que les sujets les plus politiquement chiants à porter passent en priorité. Quand vous regardez les budgets de la recherche en France, ils suivent les stratégies nationales d'accélération de France 2030, c'est-à-dire ce qui peut produire du retour économique. Santé numérique, biothérapie, technologie quantique, intelligence artificielle, bref, tout ce qui peut faire de la France un leader européen de quelque chose. Et donc évidemment pas ce qui peut sauver les vies des personnes souffrantes et neuroatypiques dans 10 ans. Parce qu'on sait déjà, on va pas se mentir, que la vitalité de ces corps-là dans le calcul politique actuel ne vaut pas la même chose que la vitalité future des industries européennes à construire. Donc on a besoin d'autre chose, on a besoin d'un programme national de recherche climat-santé qui soit aussi structuré, aussi financé, aussi visible et aussi politique que le sont les autres priorités. On a besoin de financer des cohortes longitudinales sur les corps qu'on essaie de défendre depuis 2 vidéos. On a besoin d'études épidémiologiques systématiques pendant chaque épisode caniculaire avec des agrégations par population et par traitement. On a besoin de recherches cliniques sur les protocoles d'urgence thermique adaptés aux corps neuroatypiques. On a besoin de recherches en sciences sociales sur l'expérience vécue de la canicule dans les institutions médico-sociales. On a besoin de recherches participatives impliquant les associations et les collectifs autoreprésentatifs des personnes concernées. Et face à ces besoins-là, face à ces nécessités que tout le monde dans le monde de la recherche réclame depuis des années, voyons ce que proposent les partis politiques. Bon, pareil que pour les autres critères, je vous fais la liste vite fait. Au Rassemblement National, le seul mouvement qui existe, c'est un amendement budgétaire en 2025 demandant le respect de la LPR. Rien sur le climat santé. Chez LFI, dans son plan canicule de 31 pages, 13 mesures et 5 propositions de loi, le mot « recherche » n'apparaît qu'une seule fois, et c'est seulement pour citer l'Institut national de recherche et de sécurité au travail. Aucune mesure ne porte sur la recherche climat-santé. Les écologistes c'est pareil, mais eux vraiment je trouve ça incompréhensible étant donné le nom de leur parti, mais bref, leur plan grand chaud ne mentionne pas la recherche. C'est-à-dire que eux, plus on creuse, plus c'est un tout petit plan chaud, C'est vraiment... Le PS propose rien, le PCF en a rien à foutre, Ruffin fait des BD, Attal fait carrément sa promo en pleine canicule, et le gouvernement dont il a fait partie a fait des coupes. Reconquête, place publique, debout, tout ça, évidemment, y a rien, on n'est pas surpris. Et c'est pas pour rien que je finis sur ce critère, parce que c'est presque le critère le plus accablant des 5. Parce que pour les 4 autres, on pouvait au moins se dire que c'était de l'oubli, de la négligence ou juste de l'ignorance autour de ces enjeux. Mais pour la recherche climat-santé, c'est une trahison active. La France a les chercheurs et les chercheuses, elle a les institutions, elle a les données, et au moment où ces mêmes chercheurs et ces mêmes chercheuses montent au créneau publiquement pour réclamer des moyens, la France leur coupe leur budget. Pendant ce temps-là, l'Allemagne finance depuis longtemps un programme dédié, le Royaume-Uni copilote l'initiative Advancing Research on Climate and Health avec le Canada, et nous, on a Le Cornu qui coupe 20 millions au CNRS et Macron qui fait des discours sur la science libre et ouverte. Et en périphérie de tout ça, on a une opposition qui propose rien. Que dalle. C'est vraiment formidable. Donc sur le critère 5, je récapitule. Aucun parti en 2025 et en 2026 n'a proposé un programme national structuré et financé de recherche climat-santé qui couvrirait spécifiquement les populations énumérées dans la précédente vidéo et dans les autres critères de celle-ci. Alors si vous écrivez ou que vous contribuez à des programmes politiques et que vous considérez, comme moi, que ce serait, si ce n'est urgent, au moins un minimum pertinent de le mettre à la hauteur des enjeux dont je vous parle, vous trouverez en description sous la vidéo la 5e et dernière mesure de la loi CRAM qui détaille les contenus prioritaires d'un programme national de recherche climat-santé, les institutions qui pourraient en avoir la responsabilité et les modalités de financement pluriannuel. Quelques pages pour qu'au moins les questions les plus contemporaines de vie ou de mort puissent être, en France, prises au sérieux comme des objets scientifiques dignes de financement. Pour l'ensemble de la loi CRAM, j'inclus également dans la description une version plus courte, une version dite programmatique, qui résume les apports de cette loi, les intérêts de chaque mesure et les différents points à ajouter au programme politique, s'il y en a qui voudraient défendre cette vision. Mais avant que vous partiez, il y a un truc qu'il faut qu'on se dise. On a vu 5 critères, 5 démonstrations et 5 fois la même conclusion. Aucun parti politique en France, en 2025 ou en 2026, ne nomme les personnes qui meurent en premier, ne propose les protections qu'elles méritent, ne finance les recherches qui les concernent. C'est pas un parti qui a un trou dans son programme, c'est l'ensemble de l'offre politique française qui a un trou en forme de psychiatrisés, d'autistes, de polyhandicapés, de traumatisés, de prisonniers, de personnes sous neuroleptiques, et j'en passe. 5 critères, 5 angles différents et 5 fois le même creux. À un moment, faut quand même qu'on se le dise. Le validisme, c'est plus un creux, c'est un projet politique. Et ce qu'il y a de beau, c'est que ce projet, il est cohérent à travers toute la classe politique. On est à un peu plus de 300 jours du premier tour de l'élection présidentielle 2027. Dans quelques semaines, les programmes vont commencer à se figer. Dans quelques mois, les professions de foi vont commencer à se rédiger.
Et si rien ne bouge d'ici l'automne 2026, on n'aura pas, en 2027, un seul programme présidentiel à la hauteur des morts qu'on est en train d'accumuler depuis 2003. Donc soit on essaie maintenant, soit on accepte que cette élection se joue sans qu'on ait posé la question des premiers cadavres que sèmeront chacune des prochaines vagues de chaleur. Et c'est pour ça que la loi Kram, elle est en description, qu'elle est en accès libre et qu'elle est rédigée juridiquement pour être déposable telle qu'elle. Parce que la seule manière de forcer la conversation politique, c'est de mettre sur la table un objet précis et défendable. Et l'objet maintenant il est là. Plus personne peut répondre on n'a pas le temps, on sait pas comment faire ou on n'est pas formé pour faire ça. Le temps que j'ai passé, votre formation, tout ça c'est là. Maintenant le reste du boulot, c'est de pas rendre tout ça inutile. Et pour ma part, j'ai fini. Bon, j'ai évidemment pas tout à fait fini sur le sujet de la canicule. Je vais évidemment essayer de faire, comme je vous l'avais promis, des vidéos plus utiles au sens individuel. Des vidéos plus scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vos corps font ce qu'ils font au moment des chaleurs intenses, et des vidéos plus pratiques pour savoir comment réagir et comment se protéger au mieux. Je suis très désorganisé, je sais que ça se voit pas, hein, parce que quand je suis sur un truc, je suis que sur ça, mais du coup je vais probablement pas réussir à faire tout en un été. En tout cas, sachez que le travail sur ce sujet continue, et que le vôtre maintenant, c'est de me soutenir et d'essayer de propager, si vous y croyez, celle que vous venez de regarder de vidéo, hein, voilà. De la propager auprès de vos camarades, des personnes militantes que vous connaissez et éventuellement de vos élus. Il y a une vraie défaillance politique autour de ce sujet et tout ce qu'on pourra faire pour la rendre visible, ce sera déjà un énorme service rendu aux personnes souffrantes. Si vous trouvez que mon travail est utile, vous pouvez comme d'habitude me soutenir sur Patreon, le lien est en description et c'est d'autant plus utile de faire ça maintenant que cette vidéo elle n'a pas été montée par moi-même. J'ai engagé un monteur pour m'aider à la produire, donc ça veut dire deux choses. La première, c'est que le soutien que vous m'offrez déjà et pour lequel je vous remercie infiniment, m'a permis de dépenser plus d'argent dans la qualité de mes vidéos. J'en étais où ? Je retrouve plus le début de la phrase. Et la deuxième, c'est que plus vous me soutenez, plus j'ai d'argent à investir dans ce que je fais. Et plus j'ai d'argent à investir dans ce que je fais, plus je peux payer mon monteur cher. Et moi. Et plus je peux payer mon monteur cher, plus... Voilà, je me foire sur la partie qui est pour toi, t'as vu ? Ouais, c'est marrant. Et plus je peux payer cher mon monteur, plus je peux lui demander de monter plus de vidéos. Donc ça veut dire plus de vidéos et de meilleure qualité sur cette chaîne. Je me fous pas de votre gueule, vous avez vu, hein, je suis pas parti aux Bahamas. C'est linéaire depuis le début. Plus j'ai d'argent, plus les vidéos sont bien. Que ce soit le setup, l'éclairage, le traitement du son, vous voyez, j'investis vraiment ce que vous me donnez pour faire de la qualité. Et bon sang, quel plaisir de pouvoir faire de la qualité. Bref. Merci au génial, merveilleux et fantastique Double Du qui déteste qu'on le complimente pour le montage de cette vidéo. Et merci aux gens qui donnent sur Patreon et par souscription YouTube. Et merci au Gancyclovir, qui est un super antiviral que je me fous dans l'œil depuis 3 jours et qui a été un vrai soutien pendant cette période. Donc pour ma part, je vous souhaite pas un bon été, hein, parce que je sais qu'il va sûrement être pourri, mais je vous souhaite au moins de pouvoir bien prendre soin de vous, de laisser les autres prendre soin de vous si vous pouvez pas le faire vous-même, et de prendre soin des autres en retour. Et je vous dis à la prochaine. J'ai jamais fait ce geste, et je sais pas si c'était une bonne idée.